Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, plus personne ne parle de faillite des banques. Simplement parce que tout notre système bancaire européen a été nationalisé. Grosso modo, la BCE, maintenant, prête de l'argent aux banques à -1. À -1. La BCE, elle refinance les banques à -1. Et avec cet argent à -1, les banques commerciales vont acheter des obligations italiennes à 2,5. Donc elles se font 350 points de base avec soi-disant zéro risque. Je voulais vous poser une question aussi sur la livre turque. Qu'est-ce qui se passe en Turquie? Parce qu'on voit depuis des années, en 2018, j'ai regardé, on avait fait une vidéo en disant « Ah, la livre turque, j'en achèterais pas si j'étais vous ». Et ça continue de baisser. Et à l'époque, on disait il y a sûrement des banques qui ont pris des positions, qui ont acheté du dollar et qui ont emprunté en dollars et pour dépenser en Turquie. Mais ce qui s'est passé depuis... Mais depuis, là, ça fait pas 2 ans, ça aurait pété ça déjà. Qu'est-ce qui se passe de plus? Ce qui se passe, je crois, c'est tout simple, c'est que bon, il y a peut-être des banques qui avaient pris des positions spéculatives. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, plus personne ne parle de faillite des banques. Simplement parce que tout notre système bancaire européen a été nationalisé. Grosso modo, la BCE, maintenant, prête de l'argent aux banques à -1. À -1. La BCE, elle refinance les banques à -1. Et avec cet argent à -1, les banques commerciales vont acheter des obligations italiennes à 2,5. Donc elles se font 350 points de base avec soi-disant zéro risque. Donc, vous pouvez couvrir des pertes de change sur la Turquie tant que vous en voulez avec ces trucs-là. Vous n'avez qu'à regarder la dette italienne, la dette espagnole et la dette française, il y en a. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que la conséquence seconde de l'euro, après la détérioration de l'économie du Sud, ça a été la nationalisation de tous nos systèmes bancaires. Aujourd'hui, les banques ne sont plus les crédits ne sont plus accordés en fonction des mérites de chaque entreprise, des projets d'investissement. Ils sont donnés par la Banque centrale aux banques commerciales pour qu'elles achètent des obligations d'État de façon à empêcher la rupture de l'euro. Voilà, c'est le seul but. Donc ça pour l'euro, d'accord. Mais pourquoi la livre turque continue à se casser la figure? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait ils ont 2 ans, 3 ans déjà. Ils ont des déficits extérieurs importants, donc à un moment ou à un autre. Et surtout, ils ont une dette extérieure extraordinairement importante. C'est ça le vrai drame d'un pays qui a emprunté dans une monnaie extérieure, qu'ils empruntent en dollars ou en euros, c'est à peu près pareil. C'est que vous empruntez, mettons 100, votre monnaie baisse de 50%. Ben vous devez rembourser 200 dans votre monnaie. Puis ça rebaisse encore de 50%. Vous devez rembourser 400. Donc c'est la dette extérieure qui pèse là sur la livre turque. Exactement. Et la dette extérieure, elle a été créée par les entreprises qui se sont endettées en dollars pour investir en Turquie parce que le système bancaire turc n'était pas assez solide. Voilà. Et aussi parce que les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas en dollars ou en euros. Oui, donc ça semblait une bonne affaire, quoi. C'est le coût habituel. J'emprunte en francs suisses parce que c'est pas cher. Et il y a un rôle d'Erdogan là-dedans ou il a pas eu de bol le pauvre vieux ou alors c'est de sa faute? D'abord, Erdogan, il a fait des tas de bêtises, et puis... Comme dans les majeurs, enfin... Dans les majeurs, si vous voulez, lui, la thèse d'Erdogan, il ne faut pas oublier que c'est un fondamentaliste musulman. Donc, il pense très profondément que les taux d'intérêt, c'est très très mal. D'accord. Ouais. Donc, quand vous avez de l'inflation, faut monter les taux. Lui, sa thèse économique est originale et qui devrait lui valoir un prix Nobel, c'est que c'est les taux d'intérêt élevés qui créent l'inflation. D'accord. Il pense que dans le fond, les taux d'intérêt, c'est très mal. Si on n'en avait pas, ça irait beaucoup mieux. C'est une thèse originale, mais si vous continuez, vous regardez simplement, j'avais fait des graphiques à l'époque dont vous parlez, j'avais fait des graphiques, vous regardez simplement la croissance, justement, de la masse monétaire turque, qui est très supérieure à l'inflation. Tant que vous imprimez 20% de pognon de plus par an et que l'inflation est à 13 ou 14, vous ne réglez pas le problème. Donc en fait, l'histoire, c'est que la Turquie, qui était en plein développement, et en plus, moi, pour avoir des liens, connaître des gens qui bossent en Turquie, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs. Ils sont bosseurs, ils sont travailleurs, ils sont bons, ils sont bien formés, il y a des très bons ingénieurs, il y a tout en Turquie. L'ingénieur turc, il met à plat l'ingénieur français parce qu'il est 2 fois moins cher, il travaille 2 fois plus. Donc au final, il est 5 fois plus rentable. Oui. Donc c'est pas de la blague, ils ont des vraies universités, ils ont un vrai... En d'autres termes, ça n'a rien à voir avec les pays du Moyen-Orient. La Turquie est un vrai pays avec des vraies universités, des vrais intellectuels. C'est un vrai pays, quoi. Ceci étant posé, donc avec le boom économique qu'ils ont connu,
Ils ont donc emprunté en dollars pour investir en Turquie. Ouais. Et le problème, pourquoi elle a commencé à se casser la figure, la livre? Ben parce que comme ils avaient... Le péché originel, c'est quoi? Le péché originel, ben, c'est toujours le même. C'est-à-dire que si vous avez un taux de croissance de 5 ou 6% par an pendant que tout le monde a zéro, ben, ça veut dire que vous allez importer beaucoup. Donc votre balance commerciale se détériore parce que vous croissez beaucoup plus vite que les copains. Et puis au bout d'un certain temps, les gens me disent « Mais dis donc, ta balance commerciale là, qu'est-ce qu'elle est par rapport à tes réserves de change ?»« Oh, ben ça va, j'ai 5 ans de réserves de change. » Là, bon, on continue à te prêter, mon grand. 2 ans, on continue à te prêter. 1 an, 6 mois, 3 mois, on arrête de te prêter, là. Et à ce moment-là, c'est là où la lire turque se pète la gueule, et où le coût de le remboursement de la dette devient impossible. Mais la balance, elle est alimentée par les exportations? Oui, mais il y a aussi les sorties de capitaux pour payer la dette, qui explosent à la hausse. Donc la seule solution, ce serait pour la Turquie de dire, les gars, notre dette en euros, on la paie plus. Et à ce moment-là, la lire turque monte, pouf, comme un bouchon. Comme un bouchon. Mais ça veut dire qu'ensuite, pendant les 20 ans qui viennent, ils ne peuvent plus emprunter. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de conneries, en fait. Pour moi... Non, ils ont pas... Je définissais pas en termes de conneries. C'est que ils ont bâti un système, leur croissance dépendait de leur capacité à emprunter en monnaie étrangère. Et alors que, logiquement, dans un pays comme la Chine, par exemple, ils ont toujours dit, nous, notre croissance dépendra de la capacité de notre épargne à investir en Chine pour développer notre économie. Donc, les Turcs, quelque part, ont voulu avoir le beurre et l'argent du beurre, une monnaie assez élevée, un niveau de vie élevé, et se financer en monnaie étrangère. Mais le financement en monnaie étrangère, ça tourne toujours mal. Donc, ils auraient dû faire ce que les Chinois ont fait, c'est-à-dire avoir une monnaie très sous-évaluée, développer des comptes courants monstrueux, prendre ces comptes courants et les investir dans les infrastructures. Eux, ils ont fait les infrastructures en empruntant l'argent à l'étranger, en disant comme ça, c'est l'épargne étrangère qui finance notre développement. Ben, ça, c'est moins stable. Donc ça aurait pu marcher, mais comme c'est très instable, ça se finit souvent très mal. Ben, ça se finit trop mal. Surtout quand les gens ont pris l'habitude d'emprunter, ils disent, bon, ben, c'est pas grave les gars, on va emprunter plus. Vous avez qu'à voir les génies de l'inspection des finances en France, quoi. Ils disent, ben, il n'y a aucun problème, quoi. La France a des dettes, ben, on va en emprunter plus. Alors c'est quoi le top départ pour racheter de la livre turque? C'est le déclencheur? Non, à mon avis, j'achèterais pas de la livre turque. Je commencerais peut-être à faire des analyses sur les belles sociétés turques qui seraient cotées. Et je les achèterais parce que quelque part, elles sont en situation où elles deviennent de plus en plus compétitives. Des sociétés dans le textile. Ça doit être du feu de Dieu, quoi. Ben, ça vaut la peine de commencer à regarder et dire, je ferme les yeux, j'achète ce truc-là et ça vaudra toujours plus que ce que je paye aujourd'hui, quoi. Mais c'est un peu comme d'attraper un couteau qui tombe, vous savez, vous risquez d'avoir des petites mains ensanglantées après. Il est probablement trop tôt pour investir en Turquie, car jusqu'à présent, le cauchemar se poursuit sur la livre turque. Comme vous le voyez sur le graphe de Nestor, la livre turque est en tendance baissière structurelle depuis 2002, avec une performance moyenne de moins 8,3% par an. Actuellement, on est sous-évalué de plus de 2 écarts-types, ce qui est juste énorme. Pour bien comprendre, dites-vous qu'un écart-type, c'est une mesure de déviation par rapport à une tendance de long terme. Lorsque vous avez une tendance de long terme stable, les écarts-types permettent de mesurer la probabilité de retour à la tendance. En gros, lorsque vous êtes à plus d'un écart-type, vous avez environ 85% de probabilité de baisser pour revenir à la tendance de long terme. Vous êtes surévalué. A l'inverse, lorsque vous êtes en dessous d'un écart-type, alors vous avez 85% de probabilité de remonter vers la tendance de long terme. Au-delà de 2 écarts-types, la probabilité de retour est de 98%. C'était le cas en février 2009 sur le S&P 500 où l'indice était en dessous de 2 écarts-types, ce qui constituait un très bon point d'entrée sur l'indice. Le problème, c'est lorsque vous passez en dessous de 2 écarts-types, la signification peut être double. Soit vous avez une occasion en or car le titre ou le marché est largement sous-coté, soit c'est la tendance de long terme qui a cassé et votre marché est juste en chute libre. Pour la livre turque, pour l'instant, nous sommes plutôt dans la deuxième solution.
Comme nous ne savons pas quand ce cycle de baisse s'arrêtera, c'est pour cela que Charles Gave nous explique qu'il est très dangereux d'y mettre les pieds. Par contre, avec Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre en ligne, vous pouvez regarder les cours des actions selon leur écart à la tendance de long terme. Vous avez la hausse des cours attendus selon leur historique sur le long terme et les écarts types par rapport au cours actuel. C'est pour cette raison que je n'achète pas d'action Air Liquide. Elle est juste trop surévaluée par rapport à sa tendance. Si je l'achetais aujourd'hui, je sais qu'elle a une progression moyenne de 9% par an, mais qu'elle est surévaluée de 8%. Donc si elle revient sur sa tendance, ou pire, proche de -1 écart type, ce qui est tout à fait normal, eh bien je vais être marron pendant 1 an ou 2 ans. Je préfère donc attendre pour l'acheter à ce moment-là. Par contre, c'est grâce à cet outil que j'ai acheté du Danone en mars, car c'est à ce moment-là que l'on a mis la fonction en test avec mon développeur dans Nestor. Comme elle était pile à -2 écart type, à cause des turpitudes autour de sa gouvernance, bien que cela ne remette pas en cause ses fondamentaux, alors j'en ai pris à 52 € et aujourd'hui elle en vaut 58, ce qui me va bien. À partir de demain vont arriver les alertes pour les actions. Vous pourrez donc créer une liste de vos actions préférées et configurer des alertes sur des seuils en écart type pour savoir quand les vendre ou quand les acheter. Pour vous abonner à Nestor ou à ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, dans laquelle je vous donne ma stratégie d'investissement, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Oui, donc le cliquet, enfin le passage, c'est quand ils feront défaut sur leur dette étrangère? Ah oui, alors il faut s'en bourrer. Ouais, c'est le moment où Erdogan lâche tout en disant allez c'est bon, allez vous faire schmip. Non seulement ça, Erdogan ça va, et à ce moment-là il y a probablement un merdier pas possible, et Erdogan est viré. Et donc c'est un merdier politique en Turquie. Parce qu'il y aura 2-3 pressions extérieures quand même. Pas amical. Ou il aura un accident d'hélicoptère, c'est très dangereux ces hélicoptères finalement. Et le moment où la dette extérieure de la Turquie passe à la trappe d'une façon ou d'une autre, alors là c'est jackpot. Là il faut se précipiter pour acheter des actions turques. Bah merci bien. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.